Nous continuons d'analyser la nouvelle équipe gouvernementale du Togo. Jeff Le Prince, il y a aussi un fait notoire, le retour de quelques anciens qu'on avait déjà vus dans des gouvernements. Je parle par exemple de celui qu'on a mis à la communication, Folie Bazi, etc. C'est-à-dire, est-ce que dans l'entourage du chef de l'État, il y a plus de 109? Non, 109, moi je dis, ça ne fait pas du sérieux. Non, franchement, ça ne fait pas du sérieux parce que si le chef de l'État étant jeune et quand il fait la promotion de la jeunesse, la promotion de la femme, etc., et qu'on nous ramène encore des gens qui sont à la retraite et tout ça, aujourd'hui nous avons des diplômés compétents, jeunes, qui sont au Togo, qui peuvent faire l'affaire. Par exemple, la jeune secrétaire d'État qui avait occupé le portefeuille de FNFI, Mademoiselle Assi, secteur informel. Finance inclusive. Elle a fait à peine, à peine un an et demi, et elle n'est plus dans le gouvernement. Des jeunes comme ça peuvent apporter du sang nouveau. Mais peut-être qu'ils n'ont pas convaincu aussi. Non, comment ne pas convaincu? Moi je pense qu'on ne veut pas quand même donner la main libre au chef de l'État. Ça donne l'impression comme s'il n'a pas la volonté ou bien n'a pas la main libre de gouverner. Il y a des gens qui sont là, qui s'imposent, qui disent bon voilà, c'est telle personne que vous devez mettre, c'est telle personne qu'on doit mettre ici. Donc ça ne fait pas du sérieux parce qu'aujourd'hui au niveau du ministère de la Communication et du Sport et de la Culture, il y a beaucoup de problèmes là-bas qui sont passés. Il n'y a plus la culture, voilà. Il y a plein de problèmes. Et est-ce qu'il n'y a pas un autre jeune qui a quand même cette compétence de pouvoir diriger ce portefeuille aujourd'hui? Vraiment, moi, ça me pose tellement de problèmes si on nous dit qu'on fait la promotion des jeunes dans ce pays et on nous dira qu'on ne fait pas notre preuve, etc. Mais il faut toujours commencer quelque part avant qu'il y ait l'expérience. Quand on parle de l'ANPE pour acquérir l'expérience, il faut toujours expérimenter les jeunes, donner la chance à d'autres personnes de pouvoir faire. Les gens sont là, c'est comme si vous êtes en train de jouer au ludo, vous tournez les pions, vous revenez, vous faites kick-en-bas. Bon, ça ne fait pas du sérieux pour moi. Véritablement, ce gouvernement et des gens qui sont encore revenus, on doit revoir tout cela. Mais il y a quand même Ibrahima Tchad des départs qui, pour certains, sont à saluer. Oui, bien sûr, il y a des départs que mon confrère Adam nous disait qu'il y a eu des plaintes par rapport à la gestion des portefeuilles que ces ministres-là. Les travaux publics, par exemple. Notamment la route de Samuel. Vous comprenez, ça a emporté le ministre qui était sur le dossier. Il y a aussi le problème aussi des agriculteurs. Vous avez vu comment beaucoup de programmes ont été éventrés quand on parle du PASA, du PAO, le BNPR qui est en souffrance, tout ça là. C'est le ministère qui a pressé beaucoup de programmes. Beaucoup de programmes et beaucoup de milliards, mais le résultat est un peu mitigé. Donc ça aussi, je pense que le chef de l'État ne pouvait plus se contenter de ce résultat au rabais par rapport à l'investissement qui a été fait dans le secteur de l'agriculture. Donc il y a d'autres ministères aussi où on attendait des débarquements, mais il n'y en a pas eu. Donc on se contente du peu que le chef de l'État a bien voulu servir à la population. Ça me dit que ceux qui sont restés, c'est les meilleurs? Non, pas forcément les meilleurs. Ça dépend aussi parce que Adam nous parlait des paramètres qui entrent en jeu dans la géopolitique. Donc il y a la géopolitique, il y a aussi la loyauté, il y a aussi le combat qui est en vue. Est-ce que ceux qu'on a laissés, peut-être qu'ils ont l'étoffe nécessaire pour pouvoir faire face aux enjeux qui vont se présenter en 2020. Donc il y a tout ceci, tous ces paramètres qui sont en ligne de compte et le chef de l'État, peut-être par rapport à cela, a préféré garder certaines personnes. Mais au même moment, vous savez, au niveau de la presse, nous saluons le travail qui a été fait par M. Yark en matière de sécurité. Vous savez, on est unanime sur certains points, même s'il y a eu des couacs dans la gestion de la sécurité par rapport aux manifestations, les répressions et tout ça, même s'il y a des couacs et beaucoup de choses à soulever là-bas, il y a eu quand même un travail assez sérieux qui a été fait, surtout de communication. On communique valablement par rapport à tout ce qu'on prend comme initiative dans ce domaine. Ça, c'est déjà très intéressant. Et quand nous prenons un peu le côté porte-parole du gouvernement, M. Bara était vraiment au front, il communiquait
Et par moment aussi, par son truchement, on avait une certaine lisibilité de l'action gouvernementale. Et ça, c'est à saluer, et sans oublier certaines d'autres aussi qui se sont positivement illustrés dans la façon de travailler aux côtés du Premier ministre. Moi, je pense que ceux qui sont partis, on peut dire qu'ils n'ont pas à proprement parler démérité, mais c'est qu'on ne pouvait pas prendre tout le monde. Alors maintenant, il y a eu aussi quelques supputations au cours de la journée d'hier et d'aujourd'hui sur le cas UFC. Certains estimaient que les portefeuilles qui restaient à pouvoir restaient parce que l'UFC devait les occuper, mais quelques dissensions internes au niveau de l'UFC n'ont pas permis à ce parti d'entrer au gouvernement. Vous y croyez, ces versions-là? Pour revenir, avant de répondre à ta question, moi je dois parler du ministre Follé Katari, qu'on a fait revenir au gouvernement. Vous devez savoir que les postes ministériels, ce sont des postes politiques. Et il faut des politiques fins pour pouvoir les assumer. Bon, il y a monsieur qui a été ministre de la Justice, ministre de la fonction publique, et on peut dire tout de suite que l'expérience y est. Donc il n'y a plus d'autres personnes. Attends, laisse-moi finir. Le ministère qu'on lui a donné, c'est un homme qui aime bien le sport, il sait ce que c'est. Parce que c'est Massi est là. Et il est le seul de Tchaoudjou dans le gouvernement. C'est pourquoi j'ai parlé de géopolitique ici. Au niveau de la communication, au niveau de la communication, il n'est pas expert en communication, mais il peut arriver. C'est quand même curieux qu'on ne met jamais des gens qui connaissent cela aussi. Les compétences que tu as, ce n'est pas nécessairement la compétence que tu as qui va te permettre d'occuper un poste ministériel. C'est comme le poste de préfet. Ce qui veut dire aujourd'hui, si le chef de l'État a jugé utile de le mettre au ministère de la Communication et des Sports, c'est qu'il a vu en lui sa capacité de le faire et que c'est un fin politique. De la même manière, en 2005, étant ministre de la Justice, il a assumé l'intérim du ministère de l'administration territoriale pour pouvoir organiser les élections de 2005. Ce qui veut dire c'est quelqu'un qui a guéri dans ce genre de domaine. Pour revenir à ta question, d'après mes informations, il semblerait que l'UFC a décidé de jouer à l'opposition parlementaire. Dans sa plénitude. Et enfin, ce qui veut dire qu'elle ne peut plus être au gouvernement de l'opposition parce que, compte tenu de l'effectif que l'UFC a à l'Assemblée, le chef de file de l'opposition doit nécessairement revenir. Donc, en politique, il faut être clair et transparent. C'est pour ça que je dis et enfin. Je pense que le cas UFC, c'est vrai, ce n'est plus un secret, c'est l'information que nous avons aussi dans les recherches, dans les recoupements, que l'UFC, on l'a toujours tassé d'opposition ou bien de parti au pouvoir ou bien parti satellite, parce qu'il participe au gouvernement. Maintenant, l'UFC veut se démarquer et être de l'opposition clairement affichée, parce que sa position à l'Assemblée nationale, comme l'a dit Fiankou tout à l'heure, et le chef de file de l'opposition doit leur revenir de droit par rapport à l'effectif qu'ils ont lors de la dernière législative. Là où le problème se pose pour moi, est-ce que à ce niveau, les préfets nommés UFC à la tête des préfectures, est-ce que les préfets seront gardés ou bien ça va rejaillir sur toutes ces nominations qui étaient faites par le passé? Donc pour moi, il y a une interrogation. Ce n'est pas une manière de faire peur aux préfets qui sont actuellement en poste, mais c'est une analyse journalistique que je suis en train de faire. C'est l'une des conséquences. Voilà, conséquences directes ou indirectes. Voilà, pas indirectes. Voilà, ils vont faire de leur poste de préfet. Ils sont de l'opposition. Il ne faut pas leur faire peur. Non, c'est vrai qu'on peut le garder parce que c'est le jeu politique. On peut dire, voilà, nous tendons la main si vous voulez travailler pour que le pays décolle. Bon, nous faisons la main politique. Ce qui exclut cette possibilité est la nomination, ou bien l'élection de M. Johnson
comme troisième vice-président à l'Assemblée. Sinon, ce monsieur au ministère de l'Environnement était très bon. Mais compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure, il est resté à l'Assemblée. Il est resté à l'Assemblée, sinon il devait revenir à la au niveau de l'Assemblée, il y a un autre problème qui se pose. Tahirou Damien, premier vice-président, qui se retrouve ministre, et tenez-vous bien de voir, c'est lui qui fut le directeur général de la Poste, ancien ministre de l'énergie. Et il a été remercié en pleine journée quand il était ministre des Mines. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Il n'y a pas de période idéale pour remercier. Il est en plus le vice-président de l'UNIR Savan. Oui, tout ça là. Mais maintenant qu'il est premier vice-président à l'Assemblée nationale, je me dis, est-ce que c'est le jeu de Classou qui va se faire? Parce que Classou est un premier vice-président qui était nommé, il n'a pas été remplacé. Comment est-ce que le jeu se fera à ce niveau? C'est vrai, nous étions à l'Assemblée pour l'élection du bureau la fois dernière. Il y avait l'ambiance, il y avait tout, il y avait des concessions. Comme tu as l'habitude de le dire, dans les couloirs, avant qu'il n'arrive à la plénière, on a tout compris. Et donc, ça veut dire que politiquement, si les gens s'accordent le nécessaire, je pense que les réformes que les Togolais attendent, si on aime ce pays, on pourra le faire pour satisfaire la volonté du peuple. Ibrahim Acha, le cas du ministre Alors, comment ça va se faire? Parce qu'on l'a nommé dans le bureau de l'Assemblée il y a quelques jours, il devient ministre. Non, il est élu. Il devient ministre. Maintenant, ça va être comme à la Classou. Le poste reste vacant. Ça peut être comme à la Classou ou carrément au niveau de l'Assemblée nationale, ils verront s'il y a la possibilité de... Non, le suppléant... De toute façon, il va prendre le poste de député, mais pas... Peut-être eux-mêmes, ils peuvent voir, selon le règlement intérieur, s'il y a à réajuster, peut-être ils peuvent organiser une élection par rapport à ce poste, ça peut aller. Mais le cas de Tahirou Baguieb, c'est que c'est un ministre qui nous a habitués au passage court, au poste non, mais je suis sérieux. On a vu le ministre, après 2 mois, il a été débarqué. On a vu PCA de Togocom, après quelques semaines, on a été débarqué. On l'a vu après le député, 24 heures après, on a débarqué de l'Assemblée nationale. Je me demande dans la 3e version qu'on attend, donc c'est pour dire que ce monsieur, vraiment c'est un abonné des passages courts. Cette fois-ci, vivement quand même qu'il reste. Qu'il perdure à la poste, à la tête de la poste. Et puis il n'a pas duré par rapport à son petit Il a fait long feu là-bas. Au niveau du ministère, il n'est pas normal qu'on dise tout à l'antenne. C'est un problème qui est arrivé et ça devait arriver. Même à Togocom. Et c'est arrivé parce que il était, comment vais-je dire ça, il ne savait pas, il faut lâcher le mot. Il avait fait par naïveté et ça l'a rattrapé. Donc en politique, tout se paie cash. Et puis, il a été débarqué. Il y a un monsieur Adedje qu'on voit devenir ministre, affublé de beaucoup de portefeuilles. Est-ce qu'il est mieux ministre que directeur de l'OTR? Non, on l'a dit plus gros. Vous savez, être ministre, c'est des postes politiques. Et là, Adedje n'est pas des moindres aujourd'hui. Quand vous voyez un peu la performance de ce monsieur dans ses localités, son engagement et tout ce qu'il fait, je me dis, est-ce qu'il veut sortir par la grande porte? Parce que ministre, prochain gouvernement, premier ministre, on est en train de voir pourquoi pas président de la République et tout ça. Bon, c'est une imagination parce que il faut gravir les échelons. Parfois dans la vie, il faut aller mollo. Donc je suis en train de voir, est-ce qu'il va quitter l'OTR pour être ministre et un autre commissaire général sera nommé à la tête de l'OTR? C'est normal. Il ne peut pas cumuler. Non, c'est possible aussi. Cumuler un poste ministériel et le directeur de l'OTR, je ne pense pas qu'il ne peut pas. Alors si ce serait le cas, je vais faire économie de mon développement et j'attends lorsque le commissaire général sera nommé à la tête de l'OTR et celui que je vais doiter, s'il est nommé à la tête de l'OTR, je pense que ce sera une erreur stratégique et politique parce que je ne vais pas donner le nom.
si on met ce directeur de l'OTR et à l'Assemblée, nous voyons le rapport un peu, ça poserait problème. D'ailleurs, à DG, c'est l'intérim qui l'assumait. Oui, à l'OTR. Donc, il n'y avait pas à proprement parler un DG confirmé au niveau de l'OTR. Donc, s'il a appelé à d'autres fonctions, il est togolais, il va servir la République. Et surtout que quand on parle de l'OTR, vous savez, c'est le commerce, c'est le transport, c'est tout ça là aussi. C'est le portefeuille à un niveau plus politique qu'il retrouve. Donc, avec son expérience qu'il a eu à imprimer au niveau de la gestion de l'OTR, il pourra facilement aussi, au niveau du portefeuille, du commerce et surtout de la consommation locale. Surtout qu'il vient de Covier, il fera une très bonne. Le riz, il y a le riz. Prisé de Covier, donc vous comprenez. Donc, d'accord. Vraiment quand même qu'il puisse un travail assez bon. On va parler du. En plus, le directeur de cabinet, le directeur des travaux publics est nommé ministre délégué, je crois. Oui, des hydrauliques, de l'eau. L'hydraulique villageoise. Les pistes rurales et autres là. Oui. Comme il est dans les TP, je pense qu'il a une expérience, c'est pourquoi. D'accord. Oui, monsieur Tébré. Oui, un mot. ADG étant vice-président chargé de la région maritime, directeur par intérim de l'ETR, a des relations avec les commerçants et tout le monde, ce qui veut dire qu'il a un portefeuille. Et déjà la semaine passée, il avait fait une conférence de presse concernant les nouvelles codes douaniers à l'endroit des commerçants et autres, ce qui veut dire qu'à ce poste, déjà son palmarès lui permettra de pouvoir asseoir, de changer et de mettre à l'exécution ce que le chef de l'État va donner comme instruction. Alors, donner une autre vision à ce ministère. Nous parlons des histoires de riz impropres à la consommation ne vont plus apparaître sous l'eau. On espère. Nous parlons beaucoup du gouvernement, mais on en oublierait presque Ibrahim Atia que demain samedi, la coalition des 14 donne rendez-vous à ses militants, partisans, sympathisants dans les rues de Lomé, plusieurs villes de l'intérieur du pays. Est-ce que ça va être un test pour la C14 qu'on sait aussi un peu en zone de turbulence parce qu'on suit aussi l'actualité là-bas? Oui, ça serait un test. Et quand vous suivez un peu l'actualité, les derniers développements nous disent qu'il y a le parti PNP qui n'est pas très chaud par rapport à ces manifestations. Nous savons aussi lors de ces manifestations, c'est ce parti de Tikwi Achadam qui essaie d'alimenter un pouvoirs de manifestants. Donc si ce parti n'est pas engagé par rapport à cette manifestation, je me dis que cette manifestation risque de ne pas être en matière de mobilisation et atteindre l'objectif escompté par rapport aux organisateurs. En dehors de ça aussi, il faut voir le côté efficience même de la stratégie, parce que les populations togolaises commencent par être un peu lassées de la marche pour la marche, parce qu'on quitte un point A, on va à un point B. Est-ce qu'au finish, on a un changement en matière de capitalisation des revendications, en matière de satisfaction de ces revendications? Le constat est que tout ce que nous avons comme écho provenant de la masse militante, c'est que ce n'est pas encore ce qu'ils auraient voulu. Donc ce qui remet en cause un peu l'efficience même de cette stratégie des marques. Et en dehors de ça, si on fait un peu une comparaison avec ce qui s'est passé en RDC, et vous comprenez que le boycott, si l'opposition congolaise avait boycotté les élections, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on serait en train de parler de l'alternance. Et aussi, quand vous voyez un peu tous les stratagèmes que Kabila a mis en place pour pouvoir décourager l'opposition à participer à ces élections, l'opposition se dit que non, il faut utiliser le sentiment de rejet de Kabila et le traduire dans les urnes. Donc l'alternance, c'est avant tout dans les urnes, dans la rue. Je pense que les gens vont commencer à revoir un peu par rapport à leur lutte. Nous, on a entendu de la part de la C14 des slogans, plus
tonitruants les uns que les autres. Est-ce que la marche de demain revêt aussi un caractère assez révolutionnaire? La C14, dans des communiqués à travers les réseaux sociaux, a parlé de révolution. Et même Philbert Atisso, que vous avez reçu ici, et sur Tassi FM, a reconnu qu'il y avait un manque de stratégie pour arriver aux résultats escomptés. Compte tenu des élections législatives du 20 décembre dernier, où cette coalition avait dit qu'elle ferait tout et par tous les moyens pour empêcher cette élection, malheureusement, cette élection a eu lieu et elle a connu trop de déçus. Trop de déçus. Et j'espère, bien je pense que demain, le résultat escompté ne sera pas obtenu parce que d'après des informations à ma possession, des gens se rendent compte aujourd'hui que la C14 les amène dans les abîmes. Jeff Le Prince, est-ce que c'est demain, parce que dans la litanie de revendications qu'on a, ils ont rajouté la dissolution du Parlement, c'est demain qu'on va voir tout ça finalement? Oui, c'est vrai, mais moi je pense que demain ce n'est pas aujourd'hui. Demain ce n'est pas non plus hier. Si nous disons tout à l'heure que la C14 ne fera pas une grande mobilisation parce que nous écoutons de gauche à droite, c'est vrai que plus d'un est déçu de cette situation. Moi-même, j'ai eu à accorder d'interviews à de grandes personnalités dans cette C14 qui me disaient que elles vont passer par tous les moyens ou bien elle va passer par tous les moyens pour empêcher cette élection. Malheureusement, l'élection a eu lieu. Nous rendons grâce à Dieu parce que l'élection s'est passée dans la paix, parce qu'on n'a pas eu à déplorer de morts ni d'exilés aujourd'hui au lendemain de cette élection. Moi, c'est là où je frotte les doigts. Mais aujourd'hui, politiquement, sur le plan, quand vous êtes en train de faire une démarche, vous prenez un chemin, si ça ne va pas, c'est à vous de revoir les stratégies. Comment faire pour pouvoir changer la donne? Sinon, vous restez dans la même dynamique, ça ne donnera rien. Donc, dire aujourd'hui que les gens ne vont pas sortir, vous savez, quand les gens sortent pour les marches politiques, ce n'est pas forcément parce que la C14 dit sortez, nous allons marcher pour le changement autre. C'est que la mauvaise gouvernance au Togo, les gens sont fatigués d'un certain nombre de choses. Et les gens veulent se défouler, les gens veulent exprimer leur ras-le-bol pour dire que ça ne va pas. C'est pourquoi parfois vous verrez des gens dans la rue. Et quand les gens se réjouissent pour dire aussi que on a écouté la C14 de ne pas pouvoir aller voter massivement le 20 décembre passé, je pense que c'est la peur qui a pris la majorité de la population pour ne pas sortir le jour-là aussi. Avec le communiqué du ministre de la Sécurité aussi, qui n'était pas clair, et les gens lui disaient est-ce qu'il faut sortir avec les engins le jour-là, et c'est vers midi qu'on a dit non, qu'en réalité vous devez circuler à l'intérieur du pays et tout ça. Donc cela a posé tellement de problèmes, on a donné quand même cette peur à cette population où les gens se disent est-ce qu'il faut aller voter ou pas. Donc en réalité, quand vous faites le décompte de tout cela, la C14 doit s'asseoir pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut commencer par faire, qu'est-ce qu'il ne faut plus faire. Parce que dans moins d'un an, il y a la présidentielle. Et avant la présidentielle, il y a les locales. Dans 2 mois, en mars. Moi, je n'ai pas de date, mais je dis avant la présidentielle, il y a les locales. Parce que le chef de l'État avait promis ces locales en 2018 qui n'ont pas eu lieu. Mais ce qui veut dire que cette année aussi, on peut dire que ça, on pourrait quand même faire les élections locales, mais qui n'auront pas lieu. Donc, ce qui est sûr constitutionnellement, c'est la présidentielle de 2020. Donc, moins d'un an, il y a l'élection présidentielle. Qu'est-ce qu'il faut commencer par faire? Et là, l'opposition togolaise doit penser aussi que le pouvoir, ce n'est pas seulement être à la tête du pays, mais c'est important pour être maire, c'est-à-dire au niveau au niveau local, on doit commencer à restructurer la population pour pouvoir avoir les bases solides, comme ça se fait ailleurs. Si nous voulons copier les Européens, il faut dire que vous devez passer par conseiller, maire, ministre, etc. pour être président de la République, tout ça. Aujourd'hui, quelqu'un sort S-Nilo pour dire je veux devenir président, ou bien on crée un parti politique avec sa femme et ses enfants pour dire que je vais aller à la présidentielle. Il y a le responsable de la jeunesse de l'ANC qui a fait une sortie la semaine dernière pour dire que l'ANC ne va pas participer aux élections locales, que la remobilisation dont il lui parle, c'est les élections présidentielles de 2020. Or, pour faire une bonne politique ou bien pour devenir un bon homme d'État politique, il faut commencer par le bas.
comme l'a dit mon frère Jeff, il faut maire, conseiller municipal, et tu gravis les échelons jusqu'à député, ministre. Et là, tu prends connaissance de ce qu'est-ce que la chose politique. Parce que la politique n'est pas une fonction. Tout le monde peut, au Niger, au Mali, au Burkina, des analphabètes sont députés. Donc, la politique n'est pas une fonction. Tout le monde peut faire de la politique, surtout que une fois que tu es habitant de la cité, tu fais déjà de la politique. Donc, les frères de la C14 doivent se remettre en cause pour corriger leur tir et revenir dans de meilleurs sentiments sur la scène politique. Parce que dire ce que tu n'es pas capable de faire à tes militants constitue un danger. Constitue un danger. Et même si nous prenons la loi 91-04 du 12 avril portant sur des partis politiques, il y a plusieurs dispositions dans cette charte qui ne sont pas respectées par les leaders politiques de l'opposition. Et le parti au pouvoir, politiquement, le parti au pouvoir politiquement, il y a beaucoup de choses à faire. Ibrahim, j'ai parlé aussi du léger flottement qu'il y a au sein de la C14. Je ne sais pas s'il faut parler toujours du C14, parce qu'il y a le MCD, on a vu, il y a beaucoup d'autres partis qui émettent déjà des critiques. Est-ce que ça sent le sérieux dans la coalition actuellement? Mais les élections ont sonné tout le monde. Le sérieux, je veux dire, il y a le sérieux, mais peut-être la sérénité a quitté le groupe. La sérénité en ce sens qu'ils avaient un objectif. Est-ce qu'ils ont atteint l'objectif? Non, je pense qu'à l'heure du bilan, ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas atteint l'objectif. Et en dehors de ça aussi, il y a des considérations aussi qui sont apparues. Vous avez vu, il parlait du leader de Togo autrement, qui a critiqué la stratégie menée par la C14. Et quand vous allez encore dans les coulisses, vous allez entendre d'autres sons dissonantes par rapport à la mobilisation et à l'engagement par rapport au changement et par rapport à la lutte pour l'alternance dans notre pays, parce que les voix qui sont élevées, bien sûr c'était vraiment en interne, mais ça fait beaucoup du bruit que nous qui étions à l'extérieur, nous avons pu déceler certains flottements, comme vous venez de le dire, dans l'harmonie même de la C14. Et à leur niveau, revoir leur copie. Ils ont la marchandise à vendre, le changement à l'alternance, ça plaît beaucoup plus, ça plaît beaucoup aux populations. Et moi je pense que la stratégie pour pouvoir atteindre cela, il faut vraiment revoir cela. D'accord. Merci Ibrahim Macha, merci Lansana TV et merci à Messa Fiokula d'Anglenou. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. On se retrouve lundi. Demain, on est ensemble dans Le Monde en 7.